Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Devrais-je avoir recours à la chirurgie bariatrique? Est-ce qu'on doit avoir recours à ça? À quel moment? Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas avoir recours à cette chirurgie-là? Pour les gens qui se joignent à nous en ce moment, si on disait juste en deux, trois mots, ça représente quoi la chirurgie bariatrique? Si j'essaie de le résumer, c'est une intervention qu'on va faire au niveau de l'estomac. Il y en a vraiment plusieurs types et ça varie vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'avancées aussi, mais qui permet notamment de contrôler ces hormones qui sont associés à la faim et au fait d'être en surpoids ou en obésité. Donc, corrigez-moi, SOS, Daniel ou Jessica, pour juste préciser un peu ce petit résumé que je vous ai fait. Daniel. Non, c'est Jessica. Jessica. Bon, d'accord. Jessica. Oui, ben en fait, c'est un très bon résumé. Dans le fond, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la médication ne suffit pas, le recours à la chirurgie bariatrique, là, ça peut devenir nécessaire. Okay. Puis, il y a quand même des critères, hein, parce que là, on parlait du privé, mais le public, si on veut que ça soit couvert puis qu'on puisse accéder, les patients éligibles, en fait, c'est un IMC, c'est dans un indice de masse corporelle de plus grand ou égal à 40. On a, dans le fond, ceux qui ont un indice de masse corporelle de plus que 35, mais avec certaines maladies là, associées à l'obésité, ça peut être hypertension, diabète, cholestérol. Puis le 30 à 34, ben là, ça va dépendre. Donc, c'est selon là, s'il y a eu des complications là, avec, entre autres, le diabète de type 2. Dans les contre-indications, je ne sais pas si... Je vais t'interrompre, si tu permets, ouais. Jessica, juste pour l'indice de masse corporelle, pour les gens qui sont moins familiers peut-être avec l'indice, hein, c'est un calcul mathématique qu'on fait avec la taille et le poids. Et c'est un indice qui est parfois contesté ou pas, mais ce que tu nous expliques, c'est pour ce type de chirurgie, c'est l'indicateur par excellence. Est-ce que tu sais si parfois on tient compte aussi du tour de taille ou on y va vraiment avec l'IMC? Non, c'est vraiment l'IMC qui est vraiment... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est un peu ce qu'on disait tantôt, c'est que si on dépasse l'IMC de 35, surtout, on tient compte là, vraiment de la graisse totale au niveau du corps au complet. Fait que même le tour de taille après 35 d'indice de masse corporelle, c'est plus la même signification que si on avait un indice de masse corporelle qui était plus bas. Et donc, ça l'indique la sévérité de la situation aussi. Et ça, c'est fondamental ce que tu dis, parce qu'on entend beaucoup de critiques sur l'indice de masse corporelle, que ce soit dans un contexte de réflexion sur ce type de chirurgie ou pas. Et on entend rarement la nuance que tu viens d'établir, c'est qu'à partir de 35, ce calcul de l'indice de masse corporelle, il est parlant, il dit quelque chose sur la proportion de graisse. On ne peut pas avoir un indice de masse corporelle à 40 uniquement en raison de muscles, ça ne se peut pas. Donc, c'est important et c'est ce qui explique, si j'ai bien compris, qu'on ne tient pas compte du tour de taille parce qu'on est dans des indices de masse corporelle assez élevés. Tu faisais aussi allusion aux contre-indications à ce type de chirurgie, donc il y en a. Donc, c'est ça. Donc, un trouble psychiatrique qui est non traité, une dépendance, le non-respect des recommandations. On a aussi, dans le fond, l'impossibilité de prendre des suppléments. Parce qu'on sait qu'on peut avoir en fait, avec le fait qu'on perd une partie de notre estomac, il y a certaines vitamines, entre autres, qui seront moins absorbées ou pas absorbées. Et on va devoir prendre des suppléments vitaminiques à vie, là. OK. Et donc, il y avait aussi un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que lorsqu'on a un indice de masse corporelle élevé depuis longtemps, ben, on est beaucoup plus à risque d'avoir d'autres problèmes de santé. Donc, tu peux nous glisser quelques mots sur cet aspect-là de la santé générale de la personne? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, la diapositive le résume bien, mais en effet, c'est qu'on a plus de risques d'avoir des caillots, donc les thromboses veineuses, plus de risques d'apnée grave, puis ça peut entraîner un risque opératoire, quoique maintenant, tu sais, j'en discutais justement avec ma mère avant, il y a une émission là, de télé-réalité américaine où là, justement, le médecin est comme, vous devez perdre du poids pour
pouvoir être opéré, ben c'est de moins en moins une problématique. En fait, là, c'est vraiment, on va pouvoir quand même opérer. C'est juste qu'il y a des risques qui sont additionnés, donc on doit bien expliquer. Oui, je spécifie pour ceux qui sont pas au courant, c'est que ta mère, c'est la dame qui est au-dessus de toi dans la vidéo. C'est Dr Danielle Perrault. Hein. Vous êtes mère et fille, on a cette chance-là de vous avoir. Parfois, les gens attrapent les vidéos en cours de route. Ça, c'est une chose que je voulais quand même préciser. Et l'autre élément, j'ajouterais aussi l'aspect musculo-squelettique. Il y a des personnes qui ont des indices de masse corporelle très, très élevés, qui ont une faiblesse importante. Par exemple, elles ont de la difficulté à monter les 2 étages à pied pour se rendre à l'appartement. Elles sont limites dans leur capacité cardiovasculaire, dans leur capacité musculaire, leur endurance, leur force, etc. C'est peut-être intéressant aussi avant une telle chirurgie, mais n'importe quelle chirurgie, de reprendre un peu de muscle, de reprendre un peu de capacité cardiovasculaire, parce qu'une chirurgie demeure une chirurgie, peu importe la technique jusqu'à un certain point. C'est peut-être une bonne idée aussi de penser à cet aspect musculo-squelettique, et plus on sera en forme avant, ben, plus ça sera facile aussi après de reprendre ses activités normales. Il y avait aussi des statistiques qui sont pas négligeables non plus, en lien avec toujours avec ce type de chirurgie. Jessica ou Daniel, si vous voulez commenter. C'est ça, c'est qu'on peut avoir une reprise du poids quand même. Là. 40% des patients peuvent reprendre jusqu'à 50% de leur poids. L'idée, c'est que vous avez besoin d'avoir un suivi quand même rapproché. C'est pour ça qu'en fait, on veut vous voir, on veut vous peser, faire des prises de sang. C'est recommandé 3, 6, 9, 12 mois après la chirurgie bariatrique, puis aussi à chaque année ensuite. Ça permet de détecter justement cette prise de poids précocement. D'intervenir sur les habitudes de vie, puis de voir aussi pour avoir l'équipe multidisciplinaire, donc tous les professionnels, nutritionnistes, psychologues, kinésio, à disposition pour vous aider là, dans cette belle trajectoire de reprise, en fait, de ne pas reprendre le poids. On a déjà parlé de l'Ozempic, là on parle de la chirurgie bariatrique en se souvenant qu'il y a plusieurs types de chirurgie, mais est-ce qu'il y a une réflexion à y avoir avec certains patients et lesquels entre prioriser une approche médicamenteuse ou de prioriser l'approche chirurgicale? Est-ce que systématiquement on va prioriser l'approche médicamenteuse parce que c'est moins, il y a moins d'intervention, ou ça dépend des facteurs? Jessica ou Daniel? Ben moi, je pense que juste pour avec l'arrivée des nouvelles familles associées aux Ozempic, on peut voir jusqu'où on peut perdre du poids. Alors, si on parle de 19 kilos, mais vous avez quand même des obésités morbides, et ça veut dire vraiment, vous avez des poids qui ne... Même si vous perdez 20 kilos, il faut en perdre beaucoup plus pour que la personne se sente mieux. Alors, il va y avoir des situations dans lesquelles on va pas... On peut commencer, évidemment, de prendre ces médicaments qui font perdre le poids, mais éventuellement, là, on se dirige vers une chirurgie bariatrique pour aider notre patient. D'accord. Jessica, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça entre Ozempic, chirurgie bariatrique, ou autre stratégie aussi? Ben, je pense, c'est quand même, on est toujours un peu dans l'espèce de pyramide, là, donc c'est sûr qu'on commence habitude de vie, bon, nutrition, exercice physique, c'est un peu la base de notre pyramide. Après ça, on monte tranquillement, mais je pense qu'on a quand même des belles alternatives en termes de médicaments. Là où le bas blesse, c'est vraiment un choix de société de dire, est-ce que je vais rembourser finalement un jour cette médication-là aux gens qui en ont besoin puis qui ont besoin de perdre du poids parce que les autres méthodes n'ont pas fonctionné. C'est surtout ça. Puis par la suite, ben, la chirurgie, c'est sûr que si on est déjà dans des indices de masse corporelle très élevés, peut-être qu'on va s'en aller vers ça plus rapidement. Mais je pense qu'il y a des choses à faire avant pour juste voir si on peut avoir un certain contrôle. Mais comme on a dit, c'est extrêmement complexe. Votre corps sécrète toutes sortes de choses. Les cellules graisseuses sécrètent toutes sortes de choses pour vous empêcher justement de perdre du poids et même l'augmenter. Donc, c'est très difficile et il faut surtout être bien accompagné là, pour tout ça. Puis, chose qu'on peut ajouter peut-être aussi dans ces enjeux-là, notamment de la chirurgie bariatrique ou de l'Ozempic ou de l'accès, on parlait des coûts de ces médicaments-là, aussi de l'aspect socio-économique. On le sait que les groupes moins favorisés socio-économiquement sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de syndrome métabolique et de surpoids et d'obésité. Et donc, c'est ces catégories-là qui devraient, à mon sens, avoir accès un peu plus facilement. Est-ce qu'on le fait comme société? Faut voir. Daniel, je te sens réagir. Oui, je trépide sur,
Non, mais quel beau point, parce que j'entendais justement en entrevue, il y a peut-être une couple de mois, pour dire, OK, on peut faire la prévention, on peut aller faire, évidemment, agir de la façon dont on le fait, mais là où on va améliorer le statut de santé de notre société, c'est en s'adressant justement à la pauvreté. Parce que, puis c'est pas juste une question d'habitude de vie, qu'on va dire ils mangent mal ou ils prennent de l'alcool, c'est pas vrai. Il y a du stress qui est associé à la pauvreté et le stress chamboule la régulation de notre poids. Alors, ça, tout à fait raison. Je suis très contente que tu termines la capsule en mentionnant ce point-là. Et il faudrait inventer une chirurgie pour enlever une bonne partie ou la totalité de la pauvreté dans notre société, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.